bien, le bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, je reçois Sonia Chloé Mouline, qui est conseillère au CPAS de Liège. Bonjour, Madame Mouline. Bonjour, Tout merci d'abord, pour l'invitation. pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené au CPAS? Oui, pour un peu expliquer, moi j'ai 30 ans, je suis liégeoise, j'ai étudié l'histoire parce que voilà, je suis passionnée d'histoire. Et en fait, pour un peu expliquer mon parcours, c'est aller en étudiant le passé que j'ai commencé un peu à m'intéresser au présent et à ce qui se passait un peu dans le monde. Et donc, tout naturellement, j'ai commencé à m'intéresser à la politique d'abord. Et donc, j'ai rejoint il y a 6 ans, à la fin de mes études, en fait, les engagés. Enfin, à l'époque, c'était encore le CDH qui était vraiment en pleine procédure de Mhm. refondation. Et donc, j'ai participé l'année passée aux élections régionales et communales. Et c'est à l'issue des élections communales que j'ai été désignée conseillère CPS. Et donc, ce que je peux dire aussi, en plus aussi que je pourrais dire, c'est que voilà, je travaille à l'heure actuelle pour Vanessa Matz, Mhm. qui est ministre de l'Action et de la Modernisation publique. Donc, j'ai un peu aussi cette casquette au niveau fédéral où je travaille en concertation avec la ministre et je suis conseillère digitale. Et donc, voilà, j'ai un peu, on va dire, l'ancrage local et un peu au niveau fédéral. Et comment définiriez-vous votre rôle au CPAS? Alors, mon rôle, c'est vraiment de pouvoir voilà, agir concrètement sur les décisions, que ce soit à l'interne. Donc, on se réunit une fois par mois, euh, le conseil de l'action sociale, où on prend toute une série de décisions en lien avec le fonctionnement du CPS, donc des décisions financières, RH aussi, donc tout ce qui est Mhm. en lien avec le personnel. Et aussi, donc, il faut savoir que toutes les semaines aussi, je participe au comité spécial. Donc, en fait, ce comité-là, c'est vraiment pour discuter de cas concrets où là, ça touche réellement des dossiers de personnes voilà, un peu plus compliqués où ça nécessite qu'on en discute. Donc voilà. Et quelles sont les principales difficultés des bénéficiaires rencontrés au CPAS actuellement? Alors, clairement, ici, donc, il faut savoir que le bénéficiaire du CPAS, c'est plus la personne qui perd son travail et qui a plus de revenus. Aujourd'hui, on est dans une autre forme aussi de précarité. On a parfois des familles monoparentales, on a des gens qui travaillent, hein, mais qui malgré ça n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On a aussi des indépendants. Donc, voilà, déjà ça, je voulais un peu expliquer le rôle du bénéficiaire qui, en fait, aujourd'hui, c'est plus vraiment comment c'était il y a une vingtaine d'années. Mais en fait, moi, je constate plusieurs choses. Donc, la première des choses, c'est que effectivement, le coût du logement, la précarité énergétique, tout ce qui est aussi problème de santé, voire même de Mhm. santé mentale, c'est des choses auxquelles les bénéficiaires sont confrontés, c'est une réalité. Euh, mais moi, ce que je constate aussi, c'est que de plus en plus, les bénéficiaires en fait, beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas, enfin voilà, on est face, surtout en Belgique, à une complexité administrative. Les lois, c'est toujours très compliqué de savoir à qui pouvoir s'adresser aussi. Euh, et par rapport à ça, bah, je donne toujours un peu l'exemple, par exemple, d'une maman solo. Euh, bah, allez, une fois sur deux, quand on lui demande, mais le papa, comment est-ce qu'il participe à la vie de l'enfant, est-ce qu'il paye une pension alimentaire, bah, une fois sur deux, on se rend compte que la maman solo n'a même pas eu le réflexe d'activer cette démarche. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette question. Et comment est-ce que les crises récentes comme l'économie, les crises sanitaires, énergétiques impactent votre travail? Alors, donc moi déjà, je suis là depuis 2024, donc C'est tout nouveau. c'est tout nouveau. Mais clairement, moi, ce que je constate, c'est qu'on est face à une augmentation croissante de la précarité. Et Mhm. ici, avec la réforme
qui arrivent du chômage, ben, voilà, ici, on s'attend à quand même avoir, je pense que c'était le NEM qui avait publié une enquête, mais on s'attend à avoir des milliers de personnes qui vont venir frapper à la porte du CPS. Donc, tout ça, c'est des choses, voilà, il va falloir mettre en place toute une série de choses, des dispositifs, etc. Mais oui, le constat que je fais, c'est que la précarité est de plus en plus grandissante, oui. Quelles idées reçues ou préjugés souhaitez-vous déconstruire à propos du CPS? Alors, ça me tient à cœur parce que j'aimerais quand même dire que le gros cliché qu'on a, c'est les personnes qui profitent du système. Alors ça, c'est vraiment... j'ai quand même envie de dire que allez, la plupart des personnes qui sont bénéficiaires du CPS, je pense pas que c'est par plaisir. Mhm. Malheureusement, il y a des gens qui ont parfois des parcours de vie, voilà, qui subissent un coup dur ou quoi, voilà, qui se retrouvent dans une situation où ils ont besoin d'avoir de l'aide. Et je pense qu'il faut arrêter avec ce cliché de oui, les gens qui profitent du système. Alors, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont là depuis longtemps au CPS et ça, c'est pas normal. Il faut pouvoir les aider à se réinsérer dans la vie et surtout la vie active. Et ça, je nie pas, mais je pense qu'il faut arrêter avec le cliché des personnes qui profitent du système. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment envie de retrouver une autonomie et surtout financière. Et comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser le public alors? Donc, par rapport à ça, le CPS, donc, moi je renvoie toujours vers le site internet, etc. Mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus en termes de communication et le CPS fait déjà beaucoup. Mais je pense que le rôle du CPS aujourd'hui est assez méconnu. Souvent, on pense que le CPS, c'est simplement donner une aide financière par mois. Mhm. Alors que le CPS, c'est plus que ça. Il y a vraiment un accompagnement derrière. L'assistante sociale suit le dossier, elle aide pour toute une série de choses. Et donc, voilà, par exemple, il y a différents types de services, le service 18-25, la cellule réinsère, donc il y a plein de services différents qui aident dans l'accompagnement de la personne qui est en difficulté. Un exemple que je peux donner, c'est, mais souvent, enfin souvent, pas souvent, mais on a des cas où on a des personnes qui ont des problèmes de santé et qui ont besoin d'aide pour payer les traitements, etc. Mais ça, par exemple, le CPS, bon, sur base d'analyse, des conditions et de certains critères, peut octroyer une aide aussi médicale, si je peux dire, Mhm. dans le cadre voilà, de problèmes de santé. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle du CPS est encore méconnu. Et j'espère qu'avec ici, tout ce qui se met en place pour, voilà, j'ai envie de dire, affronter la réforme du chômage qui arrive, que ça va être un peu plus connu dans la presse, dans les médias, etc., le rôle. Et comment est-ce qu'on pourrait concilier aide d'urgence et accompagnement durable vers l'autonomie? Alors, le CPS le fait déjà, donc il faut savoir qu'il y a un service d'aide sociale urgente. Alors, ici, moi, par rapport à ça, je pense que c'est un chantier prioritaire parce que voilà, le CPS a toute une série de logements d'urgence quand on a des personnes voilà, qui sont dans des situations qui doivent quitter de chez eux, etc. Mais ici, voilà, je pense qu'on c'est pas assez. Il faut faire beaucoup plus encore. Et je pense qu'il faut se donner les moyens pour. Mais par rapport à ça, il y a tout l'aspect urgence où vraiment, pour moi, c'est un chantier prioritaire parce que personne doit se retrouver à la rue. Mhm. Personne doit voilà, passer une journée le ventre vide, surtout en Belgique, c'est inacceptable. Mais à côté de ça, euh, il y a toute la mission, comme je disais tout à l'heure, de réinsertion durable. Mhm. Et par rapport à ça, ben, il y a beaucoup de choses qui existent déjà au sein du CPS. Et franchement, pour ça, je salue le travail des assistantes sociales et assistants sociaux. Parce que voilà, il y a vraiment un accompagnement, on les aide dans tous ces choix
je ne vais pas dire de carrière, mais d'emploi, etc. Il faut savoir, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les articles 60 et 61. Tout ça, c'est des dispositifs qui ont été mis en place pour permettre à ces personnes de retrouver un emploi. Par exemple, dans le secteur public ou dans des entreprises qui travaillent dans l'économie sociale, etc. Donc le CPS fait déjà beaucoup, mais on peut toujours faire mieux. Comment est-ce qu'on pourrait préserver l'écoute et le respect malgré les contraintes administratives ou budgétaires? Alors, donc par rapport à ça, donc effectivement, on est dans un contexte budgétaire actuel assez compliqué à tout niveau de pouvoir. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place. Par exemple, ici, bah, par rapport à la réforme du chômage, j'en parle souvent parce que c'est le truc qu'on voit à chaque fois dans les médias. Ici, là, les engagés, par exemple, ont obtenu que les CPS bénéficient d'une compensation financière de 300 millions d'euros. C'est quelque chose de très important parce que voilà, il faut qu'ils aient un soutien financier pour faire face à cette réforme. Ici aussi, la ministre a annoncé il y a, je pense, la semaine passée ou il y a 2 semaines, dans le cadre du plan Grand Froid, qu'elle allait mettre à disposition l'espace Bellevaux situé à Grivnier pour donner plus de place au CPS de Liège, donc de donner un bâtiment pour permettre à ce que les sans-abri puissent voilà, bénéficier de plus de place, quoi, hein, de logements, de pouvoir où aller dormir la nuit. Donc on met des choses en place, mais encore une fois, par rapport à ça, je pense qu'il faut quand même souligner la qualité du travail des assistantes et assistants sociaux, parce que vraiment, je pense qu'ils sont vraiment parfois confrontés à des situations pas faciles. Et je les vois, hein, ils sont passionnés par leur métier. Et ça, c'est prévu hein, qu'il y ait des formations, des sessions d'information pour pouvoir encore plus les aider à ce qui arrive avec la vague de bénéficiaires qui va arriver à partir de janvier 2026. Et ça, je pense que le CPS essaye vraiment de préparer au mieux et de former au mieux les agents à ça. Donc, Et quelle est la place pour les jeunes dans la solidarité et la cohésion sociale? alors, moi, je trouve aujourd'hui que, bon, pour moi, les jeunes, c'est l'avenir. Hein. Je suis encore jeune, donc, donc je me considère euh, là-dedans, mais malheureusement, moi, je trouve qu'il faut encore plus sensibiliser les jeunes à tout ce qui est projet de cohésion sociale, etc. Je pense que certains jeunes, surtout ceux qui ne s'intéressent pas du tout, par exemple, à la politique, voire même à l'actualité, je pense vraiment qu'il faudrait peut-être mettre en place peut-être des partenariats, des choses avec les écoles pour pouvoir sensibiliser aussi au métier bah déjà d'assistants sociaux, mais aussi de pouvoir leur montrer euh, que la solidarité, la cohésion sociale, c'est pas juste un concept abstrait. On Mhm. peut réellement faire quelque chose de concret et de positif. Et si vous deviez nous expliquer en quelques mots ce qui vous motive aujourd'hui à faire ce métier? Alors, honnêtement, donc moi, si je me suis engagée en politique, c'est par conviction, mais c'est aussi parce que vraiment, je voulais agir, avoir même à ma petite échelle, hein, mais un impact concret et positif sur la vie des citoyens. Et pour moi, le CPS, vraiment, on est au cœur de l'action publique. Et en tout cas, moi, quand je suis un peu les cas hein, qu'on a, ça fait presque 1 an maintenant, moi, ce qui me motive, c'est de voir les personnes s'en sortir, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes voilà, malheureusement, qui rencontrent des difficultés financières, mais ils y arrivent. Et ça, franchement, c'est magnifique. Merci beaucoup, Sonia Chloé Mouline, d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une belle semaine.